Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine, la série Cogito s'intéresse en tout premier lieu au mandrill, ce primate de la famille des macaques. Une étudiante en biologie s'intéresse particulièrement au comportement et au stress que connaît cette espèce en milieu captif. Ensuite, nous aborderons un sujet fort préoccupant au Québec, la sécurité routière, à travers les recherches d'un doctorant en kinésiologie, c'est-à-dire l'étude du mouvement humain. Cléo Carrier a toujours été fascinée par les primates. Enrichie d'un stage effectué au zoo de Granby, cette étudiante en biologie a décidé d'étudier les mandrills en captivité, plus précisément leur manière de réagir au contact de l'homme. Mon nom est Cléo Carrier, je suis étudiante à la maîtrise en biologie à l'Université Laval. Mes recherches portent sur les effets comparatifs de l'enrichissement sur le comportement et le stress d'un groupe de mandrills captifs, aussi en lien avec l'achalandage humain. Un mandrill, c'est un primate de la famille des macaques. C'est un peu cousin des macaques. Pour ceux qui ne savent pas vraiment c'est quoi, je pense que tout le monde a déjà écouté Le Roi Lion. Donc, dans Le Roi Lion, le fameux singe sage, c'est un mandrill. J'ai choisi ce sujet de recherche-là parce que les animaux m'ont toujours passionnée, particulièrement les primates. Les interactions homme-animal aussi m'ont toujours intéressée. J'ai eu la chance de travailler au zoo de Granby pendant mon baccalauréat. J'ai travaillé comme gardienne d'animaux pendant 2 étés. Cette expérience-là m'a permis d'entrer dans ce monde-là, puis aussi de voir c'est quoi la sensibilisation au niveau du public, aussi avoir une certaine proximité avec les animaux. C'est des choses qui me passionnaient vraiment. Donc, j'ai voulu fusionner ces 2 passions-là en créant mon projet de maîtrise. Qu'est-ce qui me fascine dans ce projet de recherche-là, c'est que quand on travaille avec des animaux, on a toujours des surprises. Il n'y a pas une journée qui est pareille. Avec eux, l'étude du comportement est vraiment un travail de tout instant. La moindre petite nuance, le petit froncement de sourcils ou retroussement de lèvres, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Aussi, dans mon projet, je travaille avec un groupe de 8 mandrills. Qu'est-ce que j'aime, c'est que je peux les connaître personnellement et pas nécessairement au niveau de l'espèce, donc je peux les connaître comme individus. Souvent, les gens me disent que je les connais par leur ombre, et c'est vrai. Mon parcours est plutôt atypique, on pourrait dire. En fait, normalement, en biologie, quand on commence un projet de maîtrise, on embarque sur un sujet déjà décidé et financé avec un professeur. Moi, j'étais intéressée à faire une maîtrise, mais on peut dire que je n'étais pas intéressée à tout prix. Je voulais pas faire une maîtrise juste pour avoir un papier, juste pour avoir un grade. Je voulais faire une maîtrise aussi pour que ces 2 années-là m'apportent quelque chose. Donc, je voulais vraiment que ça soit sur un sujet que j'aime et qui me passionne. J'ai donc décidé de monter mon propre projet, chose qui n'est pas commun dans le domaine des sciences. Beaucoup de personnes et même de professeurs m'ont dit que je ne pourrais pas y arriver, que c'était impossible. Ça m'a quand même pris 6 mois de travail afin de trouver les bonnes personnes et de monter un projet. Nadia Aubin-Horte, professeure à la faculté de biologie de l'Université Laval, a accepté de me prendre sous son aile dans son laboratoire. Aussi, on a créé une collaboration avec le zoo de Granby. Il faut dire que le fait que j'aille travailler au zoo, ça m'a beaucoup aidé. J'avais déjà les contacts et tout. Donc, mon projet de recherche, dans le fond, c'est sur les effets de l'enrichissement. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que l'enrichissement est efficace sur ce groupe de mandrills-là? C'est quoi l'influence au niveau du comportement et du stress? On a mis au point 3 types d'enrichissement. Un enrichissement musical, un enrichissement alimentaire et un environnemental. Chaque enrichissement est donné 5 jours au groupe de mandrills, 2 fois par saison. Donc, on cherche à savoir c'est quoi l'influence de l'enrichissement sur le groupe. Est-ce que ça va diminuer certains comportements anormaux? Est-ce que ça va changer leur budget de temps? Aussi, un facteur important dans les zoos, c'est la présence humaine. Donc,
L'achalandage qui va être présent au Zougrimber va avoir une influence sur ces résultats-là. On cherche à savoir c'est quoi l'influence des humains sur l'effet de l'enrichissement, mais aussi sur le comportement de base du groupe et sur le stress. Les mandrilles au Zougrimber sont dans une captivité intérieure, donc ils ont un exhibit différent le jour et la nuit. L'exhibit de jour, c'est celui qui est devant public. C'est un groupe de 8 mandrilles composé de 5 mâles et de 3 femelles. L'âge varie environ de 4 à 21 ans. Le dernier, qui a eu 4 ans cette année, s'appelle Oops, pour une raison simple, c'est qu'il n'était pas du tout attendu. Ça a été une petite surprise pour tout le monde et on est bien contents. Ma partie sur le terrain s'effectue au Zougrimber. Le matin, j'arrive, je vais rejoindre tout de suite les gardiens en bas au pavillon Africa. Donc avant de transférer les mandrilles dans leur exhibit de jour, les gardiens vont mettre l'enrichissement dans leur environnement selon le programme que j'ai établi. C'est quoi l'enrichissement? L'enrichissement, c'est une manière de stimuler les animaux en captivité. On essaye de reproduire un peu l'environnement naturel dans lequel ils seraient en nature. Donc souvent, ça peut être un peu monotone d'être en captivité, donc on essaye de les stimuler, de faire que chaque journée est différente. Mon programme d'enrichissement se divise en 3 types. Donc il y a le type musical, qu'on fait tout simplement mettre de la musique dans l'exhibit 2 fois par jour. Le type alimentaire qui focus vraiment sur la variété qu'on leur donne au niveau de l'alimentation et aussi la façon d'aller le chercher. Donc on voit de la nourriture cachée dans des cages, dans des tubes de PVC, dans des bas même. On peut mettre aussi des œufs colorés, du pop-corn. Il y a plein de choses qu'on peut donner aux mandrilles. Le 3e type d'enrichissement, c'est le type environnemental. Donc, on va les stimuler à interagir avec leur environnement en leur donnant la possibilité d'avoir de l'eau, donc avec une piscine, de l'eau qui contient des formes de plastique qui flottent. Aussi, on va stimuler leur odorat par des jouets qui vont contenir différentes odeurs, dans mon cas, de l'acajun et la moutarde. Chaque enrichissement, on vise vraiment le même objectif, mais on ne sait pas c'est quoi les résultats qu'on va avoir. Donc, peut-être que l'enrichissement alimentaire va être plus efficace, va plus agir au niveau du groupe que l'enrichissement musical. Et c'est ça qu'on cherche à savoir. Après mes observations comportementales au zoo, je vais aller stocker les données. Et une fois que ma semaine est finie, je vais partir avec mes échantillons que je vais mettre sur de la glace sèche et je vais les apporter au laboratoire à l'Université Laval. Mes données comportementales, je vais les analyser dans mon bureau, sur mon ordinateur. Donc, je vais tout visionner mes vidéos et tout calculer le pourcentage de temps que chaque animal fait pour telle activité. Au niveau hormonal, les fesses vont être entreposées dans un congélateur à moins 80 degrés pour éviter toute forme de dégradation jusqu'à l'analyse. Les analyses vont être faites en laboratoire. On va extraire le cortisol qu'il y a dans les fesses pour ensuite le doser sur une plaque d'immunoessai enzymatique. En fait, le cortisol, pourquoi que c'est cette hormone-là qu'on veut extraire? C'est que c'est l'hormone du stress qui est sécrétée par les glandes surrénales. Donc, en mesurant le taux de cortisol qu'il y a dans les fesses, on se trouve à mesurer le taux de stress que l'animal a subi pour une période de temps donnée. Donc, beaucoup doivent se demander, oui, mais qu'est-ce que je fais pour savoir quel échantillon appartient à quel individu? On a mis au point une technique de marquage. Donc, chaque matin, les gardiens vont donner un petit morceau de banane avec des brillants de couleurs et de formes différentes qu'on met à l'intérieur des morceaux de banane. Ils vont le donner à chaque individu. Donc, chaque mandrille a sa couleur et sa forme de brillant associée à lui. Au niveau de mon projet, on fait face à plusieurs difficultés, comme dans tous les projets. Ma principale problématique est au niveau hormonal. Donc, mesurer le cortisol dans les fesses des mandrilles, c'est quelque chose qui n'a pas été souvent fait. Donc, la mise au point de la technique est souvent difficile. La deuxième chose que je pourrais dire, c'est que les mandrilles sont assez joueurs. Donc, ramasser les fesses de mandrilles, ça peut être souvent un travail ardu. On peut même dire qu'ils sont de type artistique et qui vont un peu
faire divers dessins et fouiller eux-mêmes les fesses pour aller chercher les marqueurs. Donc à ce niveau-là, il peut y avoir des échanges de marqueurs et on peut dire que c'est une technique fiable, mais vraiment pas à 100%. Ensuite, la troisième problématique que je rencontre, c'est au niveau de mes comportements, de mon étude du comportement. Quand je suis sur le terrain face à l'exhibit des mandrilles, dans la période d'été, parce que mon projet se divise en deux, donc la partie à l'automne sans public et la partie à l'été avec public. Dans la partie d'été, ça peut être assez ardu d'être dans un petit couloir restreint avec une centaine de visiteurs qui passent à la minute et qui veut absolument voir les individus. Je peux être souvent dérangée, mais dans un sens, c'est aussi un aspect positif de la chose parce que, encore là, je retrouve ce contact-là avec le public. Quand j'ai le temps, quand j'ai fini, ça me fait plaisir de répondre à leurs questions, de décrire le groupe, de décrire mon projet et les gens sont souvent très intéressés. Pour les retombées à long terme du projet, je dirais que c'est une façon de promouvoir la recherche dans les institutions zoologiques au Québec. Les projets de recherche sont présents dans ces institutions-là au Québec, mais sont assez limités pour le moment. Les retombées à court terme de ce projet-là, c'est vraiment au niveau du zoo de Granby. Ça va servir à améliorer le programme d'enrichissement qui est offert aux mandrilles, à faire que ce programme-là est beaucoup plus spécifique au groupe et aux problèmes que le groupe rencontre. Pour le moment, je n'ai pas vraiment de résultats parce qu'il faut vraiment comparer les deux saisons et je viens tout juste d'aller chercher mes données pour l'été. Pour l'automne, je peux cependant dire qu'on est assez content parce qu'on a vu une diminution des comportements anormaux chez Camille, notre petite femelle dominante qui a un comportement stéréotypé. Donc pour ça, on est vraiment fiers et on peut dire que chez tel ou tel individu, c'est tel enrichissement qui est plus efficace. C'est sûr que pour le moment, on ne peut pas dire encore c'est quoi l'effet des visiteurs parce que je n'ai pas analysé ces données-là, mais c'est à venir. À l'heure actuelle, les aînés de 65 ans et plus représentent près d'1 conducteur sur 5. Martin Lavallière s'intéresse à leur comportement sur la route afin d'assurer leur autonomie. Découvrez comment, à l'aide d'un simulateur automobile, ils identifient puis corrigent les erreurs qu'ils commettent. Je m'appelle Martin Lavallière. Je suis étudiant au doctorat en kinésiologie à l'Université Laval à la Faculté de médecine. Mes travaux de recherche portent sur la sécurité routière. Tout spécialement, on travaille sur la conduite automobile pour les conducteurs âgés de plus de 65 ans. En conduite automobile, on s'intéresse finalement au comportement des conducteurs âgés, donc non pas seulement leur chaîne de déplacement, où ils vont, qu'est-ce qu'ils font avec leur voiture, mais comment ils conduisent aussi, donc leur recherche visuelle, leurs habitudes de vitesse, leur comportement, puis essayer d'aider les conducteurs âgés finalement à maintenir l'autonomie par la conduite automobile. J'ai choisi la thématique du conducteur âgé, finalement la thématique de la sécurité routière, parce que je trouvais que c'est un domaine novateur sur lequel il n'y a pas beaucoup de travaux actuellement, puis qu'il y a beaucoup de travaux qui sont souvent faits chez les conducteurs jeunes, mais qu'il y a très peu de choses qui sont faites pour le conducteur âgé finalement, pour leur permettre d'évaluer les conducteurs âgés, mais aussi de donner de la formation aux conducteurs âgés qui désireraient parfaire leur conduite automobile. Je travaille sous la direction du Dr Normand Teasdale, qui est professeur-chercheur à la division de kinésiologie à la Faculté de médecine. On travaille avec le Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec, le CEVQ, qui est au CHA, le centre hospitalier affilié à l'hôpital du Saint-Sacrement. Donc, c'est un centre qui se spécialise sur les thématiques du vieillissement pour essayer d'augmenter la qualité de vie des personnes âgées, puis aussi en collaboration avec l'Institut de vieillissement et de la participation sociale des aînés. Nos travaux de recherche sont basés sur une équipe qui est assez multidisciplinaire. On a des collègues qui proviennent du département de génie électrique de l'Université Laval, d'autres qui proviennent de départements de gériatrie, d'ergothérapie. Donc, c'est un peu d'amener tous ces gens-là qui sont intéressés par soit les technologies reliées à la conduite et à l'évaluation, comme par exemple le simulateur de conduite, mais aussi d'amener les gens qui vont interagir dans le quotidien avec les conducteurs âgés pour leur permettre d'augmenter leur autonomie. Donc, c'est la multidisciplinarité du travail qui fait que c'est très intéressant. Principalement, je travaille avec 2 outils de recherche. On a un simulateur de conduite qui est situé au PEPS de l'Université Laval, où on utilise un appareil qui permet d'évaluer où la personne regarde avec son œil et des caméras qui filment les comportements du conducteur.
Puis on utilise aussi un système embarqué qu'on installe dans la voiture du participant. Donc on est capable de faire des études un peu plus dites naturalistiques. Donc la personne part avec le système dans sa voiture, on est capable d'évaluer ses comportements de conduite sur 1, 2 semaines, 3 semaines, d'avoir des vrais comportements sans avoir l'impact d'un évaluateur dans la voiture. Donc c'est principalement les deux outils qu'on utilise pour faire de l'évaluation de la conduite. Le sujet spécifique de ma thèse actuellement, c'est l'entraînement et l'évaluation des conducteurs âgés. Donc, ce qu'on est porté à faire, c'est d'évaluer les conducteurs âgés, mais non pas seulement de les évaluer pour leur dire s'ils peuvent continuer à conduire ou s'ils doivent arrêter la conduite, mais de leur permettre de s'entraîner à devenir de meilleurs conducteurs. Donc, leur permettre de, s'il y a certains défauts de conduite, de les améliorer, de les entraîner pour devenir de meilleurs conducteurs et de maintenir leur autonomie. Spécifiquement par conducteurs âgés, nous, on vise actuellement les 65 ans et plus, mais il est certain qu'on touche aussi d'autres clientèles, comme par exemple des gens qui ont subi des traumatismes crâniens ou qui souffrent de troubles cognitifs légers. On s'est spécialisé principalement initialement pour les conducteurs âgés de 65 ans et plus parce qu'actuellement, il n'y a aucun programme qui leur est offert. Donc, c'est une nouveauté un peu d'arriver avec des programmes de formation réelle à la conduite pour les conducteurs âgés. Au Québec, on sait qu'actuellement, il y a environ de 7 à 10 % de conducteurs qui sont âgés de plus de 65 ans. Ce qu'on sait cependant, c'est qu'avec l'avancée en âge des baby boomers dans les années 2015-2020, on s'attend à ce que ce pourcentage-là augmente dans les 15 à 20 %. Puis ça va aller de plus en plus parce qu'on a une certaine rectification de la pyramide des âges. Donc, il va y avoir de plus en plus de conducteurs âgés en pourcentage et en nombre absolu aussi, qui vont avoir plus de 65 ans, donc qui vont vouloir maintenir leur autonomie, qui ne désireront pas quitter leur voiture pour d'autres moyens de transport. Donc, c'est d'augmenter l'autonomie de ces gens-là par la conduite. La thématique précise à laquelle on voulait répondre, la question de recherche à laquelle on voulait répondre, c'est est-ce qu'il est toujours possible avec des conducteurs âgés de 65 ans et plus de modifier leur comportement de conduite? Souvent, on dit que les personnes âgées ne peuvent plus apprendre. C'est faux, les gens peuvent toujours apprendre. Et est-ce que les gens peuvent modifier leur comportement de conduite? Bien, oui, on peut modifier les comportements de conduite. Il suffit de prendre la bonne approche, la bonne technique, puis on peut modifier les comportements de conduite de quelqu'un. Je pense que ce qui me fascine dans mon projet, c'est le fait qu'on maintient l'autonomie des gens, là, un peu comme d'autres projets d'un côté plus préventif. Au lieu d'être punitif envers les conducteurs, on essaie de maintenir leur autonomie, leur permettre de conduire plus longtemps, plus sécuritairement. On sait qu'une personne âgée, par exemple, qui est impliquée dans un accident a beaucoup plus de chances de décéder suite au fait de cet accident-là. Donc, en maintenant leur autonomie puis en leur permettant de conduire de manière plus sécuritaire, on espère leur permettre de conduire plus longtemps là, au niveau de la conduite. Ça s'applique aussi à plein d'autres clientèles de conducteurs, que ce soit du jeune conducteur ou conducteur professionnel. L'approche un peu plus novatrice qu'on a essayé d'apporter avec les conducteurs âgés, en fait, c'était de leur montrer leur performance de conduite. Donc, initialement, les programmes de conducteurs âgés, c'était seulement des programmes en classe où les gens sont assis, se font dire les nouvelles règles de sécurité routière, se font dire d'avoir confiance derrière le volant. Mais nous, on a essayé de leur apporter quelque chose de nouveau en leur montrant des vidéos qui leur montrent leur performance de conduite pour qu'ils soient à même de voir les erreurs qu'ils commettent, puis aussi de voir les bons coups qu'ils commettent lorsqu'ils conduisent, pour ensuite leur permettre de modifier leur comportement. Puis ça, c'était une des premières fois que c'était fait là, à l'Université Laval. Lorsqu'on montre les comportements de conduite d'une personne sur un écran d'ordinateur, par exemple, avec les séquences vidéo, avec leur comportement de vitesse, comportement de conduite, les gens sont souvent assez surpris parce que c'est souvent des habitudes qu'ils ont pris de rouler 5-10 km/h plus vite que la vitesse permise, de ne pas vérifier l'angle mort, de ne pas faire des arrêts complets. Donc, les gens se remettent un peu en question face à leur comportement et les mauvaises habitudes qu'ils ont prises, ou même, ça peut être aussi les bons comportements qu'ils ont eus. Ça leur permet de se remettre en question par rapport à leur sécurité routière, de mettre en place des meilleurs comportements parce qu'on leur permet de pratiquer dans l'environnement de simulation leurs erreurs, de continuer à pratiquer leurs bons coups finalement pour qu'ils corrigent leur conduite, pour leur permettre de retourner sur la route là, avec des meilleurs comportements. Actuellement, les difficultés majeures qu'on rencontre avec la sécurité routière, c'est un peu le fait que les gens y croient qu'ils sont toujours de super conducteurs. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est les conducteurs à qui on demande s'ils sont sous la moyenne, sur la moyenne ou au-dessus de la moyenne des conducteurs.
Il n'y a jamais personne qui nous répond qu'ils sont sous la moyenne des conducteurs, alors que, veut pas, on sait qu'il y a des meilleurs conducteurs et il y a des moins bons conducteurs. Donc, c'est un peu d'essayer de modifier cette auto-évaluation de la conduite où les gens ils croient qu'ils sont invincibles derrière le volant, cette bulle de sécurité que peut procurer l'auto. C'est de leur montrer qu'ils sont toujours à risque d'être impliqués dans un accident, que la conduite, c'est pas une tâche facile, puis de leur faire apprendre à être plus sécuritaire derrière le volant. Les résultats auxquels on s'attend avec les travaux de ma thèse, c'est de réussir à montrer que oui, il y a certains signes du vieillissement qui peuvent affecter la conduite, un vieillissement normal là, qui n'est pas pathologique avec des maladies comme par exemple des dégénérescences au niveau des yeux ou du système cognitif, mais c'est d'arriver à montrer où on est capable d'identifier clairement et objectivement des problématiques au niveau de la conduite, mais qu'on n'est pas seulement capable de les identifier, ces problématiques-là, mais qu'on est capable de les corriger chez nos conducteurs âgés pour essayer d'implanter dans une voie plus large, à plus grande disponibilité pour les conducteurs âgés, d'avoir accès à ces programmes de conduite-là qui leur permettent de maintenir leur autonomie. Au niveau des résultats qu'on a obtenus, ce qu'on observe malheureusement, c'est que les gens ont parfois la mauvaise habitude de ne pas vérifier, par exemple, l'angle mort lorsqu'ils effectuent un changement de voie, ou tout dernièrement, on a découvert que lors d'un arrêt à une intersection, qui est un arrêt contrôlé là, avec un panneau d'intersection au stop, que les gens avaient tendance finalement à glisser sur l'intersection, ce qu'on appelle communément le stop américain au Québec. Donc, les gens, lorsqu'ils croient qu'il n'y a pas de potentiel danger à l'intersection, ils réduisent leur vitesse sous les 5 km/h sans jamais procéder à un arrêt complet, puis ils continuent à rouler sur l'intersection, alors que déjà à la base, c'est illégal de ne pas arrêter complètement. Ça met aussi la personne à risque parce que si jamais il y avait une situation qu'elle n'avait pas perçue à l'intersection, bien là, elle se met en situation de conflit automatique là, avec les autres conducteurs. Chez les conducteurs âgés, on observe qu'il y a un nombre diminué d'accidents de manière absolue. Donc, en prorata d'accidents pour les groupes d'âge, on a un nombre d'accidents qui est plus faible. Sauf que lorsqu'on compare le nombre d'accidents qui est remis sur une base de kilométrage parcouru par année, on observe que, passé l'âge des 65 ans, il y a une réaugmentation du risque d'être impliqué dans un accident de la route. Ce qui est surtout important à considérer chez les conducteurs âgés, en fait, c'est que une fois que la personne est impliquée dans un accident, c'est souvent là, en fait, que les problèmes subséquents arrivent. Donc, par exemple, la personne va revenir moins bien d'un accident qu'elle a subi, par exemple une fracture ou une contusion. Donc, c'est suite à l'accident, si la personne n'est pas décédée, qu'elle va avoir de la difficulté à se remettre de cet accident-là, puis c'est là qu'on va avoir des gros signes de perte d'autonomie chez les personnes impliquées dans des accidents. La typologie des accidents diffère assez des groupes d'âge. Souvent, les conducteurs jeunes vont avoir des accidents plus avec des cas de conduite avec faculté affaiblie, des conduites à haute vitesse avec des prises de comportement qui sont des comportements à risque. Alors que chez les conducteurs âgés, on observe plus souvent des accidents qui sont du type, ce qu'on dit perceptuel. Donc, les gens vont avoir omis de voir une auto qui était à droite ou, par exemple, des motos. Il y a plus souvent d'accidents aussi qui arrivent aux intersections, tout spécialement pour les virages à gauche et lors des manœuvres de changement de voie ou des cédés de passage pour les conducteurs âgés. Les conducteurs âgés sont souvent, peut-être malheureusement, reconnus comme étant des petits voyageurs. Donc, ils vont à l'épicerie, ils vont à l'église, ils vont voir des amis. Mais on sait que les nouvelles générations de personnes âgées vont désirer beaucoup plus conduire, voyager, acheter un véhicule motorisé, faire des grandes distances, aller voir des amis, aller dans le sud, traverser le Canada, aller aux États-Unis. Donc, c'est aussi de voir que les modes de transport et les chaînes de déplacement que les conducteurs âgés vont avoir vont changer aussi avec les prochaines années. Puis, on se dit souvent que les gens conduisent, par exemple, pas dans les heures de trafic, conduisent pas la nuit, ils vont pas très loin. Bien, depuis qu'on a commencé à installer des systèmes automatisés d'acquisition de données dans les voitures, ce qu'on observe, c'est que ce que les gens nous disent qu'ils utilisent comme comportement de conduite n'est pas nécessairement tout le temps ce qu'ils font en réalité. Donc, ces nouveaux outils-là vont aussi nous permettre de mieux décrire, mieux comprendre les comportements de conduite. Ce à quoi on s'attend avec le projet de recherche que je fais actuellement, c'est d'atteindre idéalement un bilan, ce qu'on appelle un bilan zéro. On parle de zéro mortalité, zéro blessé sur les routes, pas non seulement au Québec, mais c'est partout dans le monde. On sait qu'avec l'industrialisation aussi de certains pays en voie de développement, il y a une augmentation fulgurante des accidents de la route de par l'arrivée des automobiles, des camions. Bien, c'est d'arriver à amener une société où il est inacceptable d'avoir des gens qui décèdent sur la route, alors qu'on a les connaissances actuelles, on a les technologies qui sont en place pour éviter ces accidents-là, d'amener les gens à adopter de meilleurs comportements pour qu'on arrête d'avoir des décès sur nos routes.
Actuellement, ce qu'on sait avec le vieillissement de la population, c'est qu'il y a des grosses études qui sont mises en place aux États-Unis pour essayer d'avoir une étude longitudinale, finalement, sur les comportements du conducteur. Ce qu'on a réussi à faire pour l'instant, c'est plus des études de type transversal. Finalement, on réussit à évaluer groupe d'âge par groupe d'âge, mais pour l'instant, il n'y a pas d'études à long terme qui évaluent des conducteurs sur 5, 10, 15 ans. Les technologies avant ne nous le permettaient pas, mais là, la miniaturisation de certains équipements comme les GPS, les ordinateurs, les caméras vont nous permettre à long terme de pouvoir suivre des conducteurs là, sur de très longues distances et non pas seulement sur des journaux qu'on dit d'accidents, donc l'implication dans des accidents qui sont des valeurs auto-rapportées, mais sur des vrais comportements de conduite, comme par exemple la conduite sur autoroute, dans les villes, aux intersections, de suivre ces conducteurs-là à long terme pour voir si le vieillissement a changé avec les nouveaux baby-boomers qui arrivent, qui sont en meilleure santé peut-être que les conducteurs âgés qui sont là actuellement, mais qui vont aussi faire face à certains signes du vieillissement qui est malheureusement inévitable là, avec l'avancement en âge. Les retombées immédiates auxquelles on s'attend finalement, c'est un changement de comportement à la base de la part des conducteurs, essayer de faire de la sensibilisation au niveau des gens lorsqu'on essaie de diffuser nos travaux de recherche, que ce soit par la publication d'articles scientifiques ou par les médias traditionnels comme la télé, les journaux, puis l'Internet maintenant, qui est une plateforme assez intéressante pour diffuser les résultats. Mais on s'attend surtout à changer les comportements, puis à changer les habitudes, puis la sécurité routière de manière générale, que ça devienne un souci principal pour les gens et non pas juste un à côté là, qui passe un peu en dernier lieu pour les gens. Revoyez ces entrevues diffusées aujourd'hui ou découvrez les autres entrevues de la série, et ce sur ulaval.tv. Prochainement dans la série Cogito, il sera question de droit pénal international et de rhétorique. Merci et au revoir.